Ça, c'est un autre sujet. D'accord, donc, l'idée, c'était quoi? C'était de faciliter l'accès à l'information. D'accord, au début. Avec la masse, on sait que dans un amphithéâtre, et on ne peut pas communiquer avec les étudiants, la durée, donc le choix de ressources, donc tout ça, ça a été fait par l'enseignant. L'étudiant, il était vraiment passif. Donc, il vient à l'instant T, dans un espace bien défini, pour écouter l'enseignant. D'accord? Donc, l'idée c'était quoi? C'est de plus ou moins libérer cet étudiant, c'est-à-dire il aura le choix de faire le cours selon ses disponibilités, indépendamment du temps et de l'espace. On dit anywhere, anytime. Donc ça, c'était un point positif. Il peut poser des questions en utilisant un outil de communication, par exemple un forum, un chat, en disant j'ai pas compris ça, je demande des informations, et l'enseignant, il va répondre. Tout ça, c'était des points qui sont intéressants, et depuis que je travaille sur l'apprentissage à distance, on a parlé de l'enseignement à distance, on a parlé de l'apprentissage, on a parlé des e-learning, et à chaque fois, il y a une nouvelle technologie, on change de terme, dans le mobile learning, pervasive learning, ubiquity learning, mais actuellement on parle de digital learning, smart learning, donc, en tout cas, ça c'est du e-learning pour moi. Après, donc c'est des améliorations qu'on a fait. Mais l'idée c'était quoi? C'est-à-dire, pour faciliter l'accès, donc il y a trois composants. Lorsqu'on parle de e-learning, on dit, ah tiens, il y a trois composants, il y a la composante administration. Donc on essaiera de voir comment on peut améliorer toute la gestion, d'accord, des apprenants. Il y a la composante production, donc il y a le comité de production ou le comité pédagogique qui va s'occuper de tout ce qui est en relation avec la production de modules, de cours, de la formation, c'est-à-dire au niveau de l'analyse, comment on va faire la conception, le storyboard, pour les gens qui ont l'habitude de faire ça. Et une fois c'est fait, on va implémenter sur une plateforme X ou Y, on fait de la communication et c'est parti. Donc les étudiants, les apprenants, ils peuvent accéder. Après, on essaiera de les suivre, d'accord, évaluer. Donc l'idée c'est, à vrai dire, on a essayé d'automatiser ce qui était en présentiel. C'est-à-dire on a gardé les composantes, on a gardé cette succession. D'accord? C'est-à-dire on fait de l'analyse, on fait de la conception, on fait du développement, l'implémentation, évaluation et ça tourne. D'accord? C'est-à-dire ce qui a été fait en présentiel, on l'a automatisé. C'est les étapes. D'accord? Donc c'est séquentiel, c'est-à-dire l'apprenant, à vrai dire, en tant que chercheur, est-ce que vraiment cette façon de faire peut avoir ce slogan, on dit centré apprenant. Je ne la vois pas personnellement, il n'est pas centré apprenant. Je pense que le professeur est d'accord avec moi. Parce qu'on lui prépare tout. On lui dit, voilà, tu dois suivre. Et en plus de ça, on lui donne la possibilité de cliquer sur les ressources. Il a le droit de cliquer là où il veut. Mais toutes les contraintes pédagogiques, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'il a le droit de faire ce chapitre s'il n'a pas les prérequis et les objectifs? La plupart des plateformes, il a le droit, sauf si on le supprime. D'accord? Si il ne le voit pas. Mais la plupart des plateformes, si je prends le cas du MOOC, il y a nos chapitres, d'accord? Il suffit de cliquer. Sinon, c'est le comité pédagogique qui doit griser ces chapitres. D'accord? Donc, à mon avis, il y avait ce problème. Mieux qu'avant, donc il y a beaucoup de facilité, mais il y a beaucoup de complications. Et même au niveau du suivi, on dit, il peut être suivi, il va poser la question en différé, et le tuteur, et même dans pas mal des pays développés, il y a même le métier tuteur,
d'accord, et ils signent un contrat, ils doivent répondre dans les 24 heures et tout. Mais, c'est-à-dire, bon, on a compliqué, d'un autre côté, bon, le processus d'apprentissage. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on est, la situation actuelle, mieux qu'avant, mais il faut la critiquer pour avancer. D'accord. Si on veut aller en avant, si on veut avoir des solutions plus intéressantes, je pense que c'est des critiques positives pour dire, bon voilà, effectivement, on a besoin d'améliorer cette situation. Donc, je peux résumer sur ce slide les limites de ces projets learning qui existent actuellement et que personnellement, je l'ai défendu pendant des années, je les défends toujours, mais avec un besoin d'améliorer. C'est qu'il y a une étude qui a été faite qui dit que 37% des participants trouvent que le cours en ligne exige trop d'autodiscipline. D'accord. Et ceci, au niveau performance et attention, donc, il y a une dégradation. Parce que déjà, on est des êtres humains. D'accord. Le fait d'être face-to-face, c'est très utile. D'accord. Au début de l'année 2000, je disais, on peut faire des formations à distance. Et j'étais encore jeune. C'est très utile. Mais après, mon point de vue, c'est blended learning. À 100%, c'est pas possible. On est des êtres humains. Et il y a énormément de choses qu'on ne peut pas les expliquer, d'accord, entre nous, mais il faut, cette chaleur humaine, elle est très utile. D'accord. Et il y a aussi, ce que je dis tout à l'heure, le monopole de l'équipe pédagogique. C'est l'équipe pédagogique qui fait son choix, à vrai dire. Je ne vois pas que l'apprentissage est centré à apprendre ici. Est-ce qu'il fait un choix? Non. Le choix qu'il fait, c'est disponibilité. Je peux être au Maroc et je suis à un cours au Japon, effectivement, ça c'est nouveau. D'accord. Je peux suivre un cours à 2h du matin au lieu d'être dans l'amphi à 9h, ça c'est nouveau. Mais concernant la matière, c'est toujours l'équipe pédagogique qui s'en occupe. D'accord. Les 6C, je ne vois pas qu'il y a de la créativité, de l'innovation chez cet étudiant. On lui donne, on dit, tu apprends, il va apprendre mieux, c'est sûr. Parce qu'il a une vidéo, au lieu que l'enseignant il parle, donc lui, il peut passer cette vidéo une 50aine de fois, comme ça il va bien maîtriser les concepts. Ça dépend, chacun a un degré d'assimilation, de concentration, on est différent. Mais il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas l'esprit critique qu'on demande comme des compétences pour les citoyens actifs du XXIe siècle. L'esprit de découverte n'est pas là, et le problème qui se pose, c'est que l'information actuellement elle est abondante. D'accord. Ce qu'il va dire l'enseignant, ce qu'il a mis l'équipe pédagogique dans ce cours, elle n'est pas unique. Je vais expliquer un concept, il suffit d'aller vers Google, il suffit d'aller vers YouTube et on peut trouver des vidéos beaucoup plus intéressantes que ce qui a été choisi par l'enseignant et qu'il a mis dans la plateforme. D'accord. Donc, ceci dit, il y a pas mal, donc on parle beaucoup de l'abandon de la formation, ça passe, je ne sais pas pourquoi. Donc, on abandonne la formation. Et ça, c'est un vrai problème au niveau du MOOC. Parce qu'il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans sur les MOOC, sur le taux d'abandon, il est très grand. Il dépasse les 90%. D'accord. On peut dire beaucoup sur ça, mais en tout cas, le taux d'abandon, c'est pas normal là. C'est-à-dire, on s'inscrit au MOOC, on trouve que c'est intéressant. Parfois c'est par curiosité parce que ça coûte rien. Et parfois c'est facile, donc on ne demande pas ni installation ni information et tout. Donc il suffit de donner l'identificateur et votre adresse email, c'est parti. D'accord. Donc on est conscient depuis toujours. Personnellement, je travaille sur l'insertion des critères pédagogiques, surtout sur le prérequis et l'objectif dans le cours, depuis 1997. D'accord, c'était dans le cadre de ma thèse d'État que j'ai soutenue en 2000, et je dis la personnalisation des cours, c'est-à-dire guider l'apprenant dans son chemin d'un cours. Quand on est en train de faire un cours, je lui dis, tu passes l'évaluation, tu n'as pas l'évaluation, je te propose autre chose. Si là, il a une bonne note, et passe en tout cas, je le guide. Mais c'était des informations qu'on les met, on fait un matching, et on sort des ressources adéquates.
Donc suite à ces problèmes, donc, il y a pas mal de travaux qui se font, donc on a vu beaucoup de solutions. On parle de social learning, on parle du MOOC, on l'a déjà évoqué, on parle du micro-learning. Donc, ces derniers temps, on parle beaucoup du micro-learning parce que c'est micro, c'est plus facile. Donc, en tout cas, j'entre pas dans les détails parce qu'il me faut 3 heures pour expliquer ça. On parle même de présentiel augmenté, donc c'est pas du présentiel, c'est pas du e-learning, mais c'est en intégrant un ensemble d'outils. Mobile learning, il y a aussi la gamification, parce que pour la concentration, si on est des gens qui aiment les jeux, donc la gamification est sérieuse, donc on parle des serious games. Donc il y a pas mal de solutions qui ont vu le jour pour améliorer l'apprentissage à distance. Et comme vous savez, ces derniers temps, donc personnellement, chaque matin je reçois au minimum 5-6 articles sur l'intelligence artificielle, ce qu'il va nous faire dans ce monde. Il faut avoir peur de cette intelligence artificielle, donc il y a pas mal, tout le monde parle de ça. Et dans tous les services, dans toutes les disciplines, on essaie d'intégrer cette composante intelligence artificielle. D'accord, j'essaierai donc durant mon intervention d'expliquer, de vous donner une idée plus claire sur cette intelligence artificielle et comment nous, les gens qui s'intéressent à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage, des idées pour l'amélioration de l'apprentissage en utilisant ce domaine d'intelligence artificielle. Et sur ce slide, je vous montre que effectivement, ça c'est pour l'éducation. Ça c'est le résultat d'une étude, je pense c'est McKinsey qui était derrière, que voilà l'intelligence artificielle pour l'éducation est au top 1. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Par exemple, l'analytics, elle est en cours. La gamification, il a vu le jour bien avant. Les MOOC, déjà ils sont là. En tout cas, il y a beaucoup de technologies et vous voyez bien que l'intelligence artificielle, elle est vraiment au top ces derniers temps pour améliorer la qualité d'apprentissage. Donc la question que se pose, est-ce qu'il peut, si on le voit, c'est un vrai, c'est pas scientifique et il veut pas faire, il veut faire autre chose, on peut lui dire, viens, voilà ce que tu fais, voilà le système, ce qu'il te propose, au moins un système d'aide, d'accord, pour lui faciliter l'orientation. Et pour le décrochage, il y a des universités américaines, il y a une université britannique et il y a même une université française qui travaille sur ça actuellement pour lutter contre les décrochages en utilisant les algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, ce qui existe, il y a même des projets sur la décentralisation des universités. Est-ce que l'université doit rester ce qui est aujourd'hui? C'est-à-dire, on a au centre, il faut se déplacer vers cette université pour faire des études. Ça, il y a beaucoup de travaux sur ça. Moi, je suis pour la décentralisation. Et si quelqu'un s'intéresse, moi, je suis partante pour travailler dans ce domaine. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est l'utilisation de blockchain. Est-ce que quelqu'un connaissait quoi le blockchain? Le blockchain, c'était à la base de Bitcoin. D'accord? Donc, c'est dans le domaine financier. On supprime la banque et les transactions, elles se passent entre les utilisateurs, mais il y a une décentralisation pour le contrôle. Donc il n'y a plus le contrôle centré au niveau de la banque. Il y a des travaux dans l'utilisation de blockchain pour l'accréditation. Et ça, surtout pour les MOOC. Donc je peux suivre une formation en utilisant dans la plateforme Coursera, une spécialisation. Le problème qui se pose, comme c'est à distance, est-ce que la personne qui a été inscrite sur la plateforme, c'est la personne qui a passé l'évaluation ou c'est son professeur qui a passé l'évaluation pour avoir un certificat? Le blockchain, elle est là pour résoudre ce problème. Donc, il y a beaucoup d'avancées sur ça. Pour la deuxième action, c'est l'alignement avec la révolution 4.0. Donc, si je parle des besoins, la personnalisation de l'apprentissage, et ça, c'est au centre de tous les travaux. Si on arrive à personnaliser, donc on peut faire énormément de choses autour de cette personnalisation. Comment on va collaborer? Parce que même actuellement, en présentiel, constituer un groupe pour un projet, c'est pas évident du tout. C'est donc l'intelligence artificielle, les algorithmes machine learning, ils peuvent nous faire des propositions. L'évaluation, donc est-ce qu'on va garder l'évaluation sommatique qu'on utilise actuellement? Est-ce que c'est intéressant pour le XXIe siècle?
Comment le tutorat, on a parlé des problèmes qui se posent avec le tutorat. L'interactivité, on parle d'une forte interactivité, mais est-ce qu'il faut avoir une interactivité guidée? D'accord? Donc il y a un ensemble de besoins. Et sur ce slide, je vous montre que ce qui est demandé pour le 21e siècle, c'est vraiment différent du 20e siècle. On parle au 20e siècle, l'apprentissage il était basé sur l'enseignant. Le 21e siècle, il faut qu'il soit centré plutôt sur l'apprenant. Il n'y a plus de connaissances, mais il y a des compétences. D'accord? Il n'y a plus de la théorie, mais c'est surtout de la pratique qu'on veut. Il n'y a plus un curriculum, mais on parle projet aussi. Il n'y a plus la compétitivité, parce que on a dit tout à l'heure que effectivement la compétitivité pour la révolution, la première révolution c'était utile parce qu'il y avait l'usine, il y avait des postes et tout. Mais pour le 21e siècle, c'est la collaboration. D'accord? Et ça, si on ne forme pas nos enseignants sur comment ils peuvent travailler en collaboration, on ne peut pas demander, une fois au travail, il faut travailler en collaboration. Ils ne savent pas. D'accord? Donc c'est au moment de la phase de formation, d'apprentissage qu'il faut le faire, montrer ou le faire apprendre comment travailler. On dit qu'il n'y aura plus de tests sommatifs. L'évaluation sommative, c'est dépassé. Parce qu'on cherche des compétences, on ne cherche pas des notes, c'est inutile. D'accord? Et ça a déjà commencé dans les pays développés. On vient pour un poste, on n'a même pas besoin de votre diplôme. D'accord. Donc, il vaut mieux, c'est l'évaluation formative. D'accord, donc il y a pas mal de travaux, donc on peut avoir même de la personnalisation, il y a des algorithmes qui font ça. Même au niveau on peut aider l'enseignant, parce qu'il y avait un responsable d'un MOOC, d'accord, donc qui n'a pas pu répondre à toutes les demandes. Il a produit un petit tuteur intelligent, un chatbot, et le résultat c'est que les questions de routine elles sont de 40%. Donc c'est le chatbot qui répond à ces questions. D'accord, donc voilà, c'est ce que je dis. Il y a déjà des plateformes de personnalisation, ça c'est un exemple de plateforme de personnalisation. Vous pouvez y accéder, il suffit de donner un ensemble de critères. Elle va vous dire, voilà le chemin d'apprentissage qu'il faut suivre. Pour la troisième action aussi, elle est très intéressante. Donc il faut enseigner. Et il faut enseigner, c'est-à-dire sur la compréhension de l'IA, ça c'est pour tout le monde. La compréhension de l'IA technique, ça c'est pour les spécialistes. Et je mets en rouge, c'est l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un IA responsable? Et ça, c'est très important. Et c'est très, actuellement, il y a même une réglementation sur ça. L'éthique. Parce que même, on veut faire par exemple une plateforme pour éviter le décrochage de l'étudiant. Mais est-ce que l'étudiant va nous donner le droit d'accès à ces données? D'accord? Donc, il y a des règles. Il y a même l'Institut of Ethics and Education qui a été créé. Là, il y a un ensemble de documents. Vous pouvez y accéder pour les voir. D'accord, donc pour conclure, je peux dire que l'IA est essentielle pour l'apprentissage futur, donc on n'a pas le choix. D'accord, si on veut préparer des citoyens actifs pour la 4e révolution, donc on est obligé d'intégrer. Au sein de notre laboratoire de recherche à l'INSEAD, on a des travaux sur ça, on a des doctorants, on a des thèses qui ont été soutenues et d'autres en cours. Comme deuxième point, je dis que la richesse de ces algorithmes, c'est les données. Donc il faut bien travailler sur les données, affiner ces données, collecter, avoir des règles. Il y a des gens qui travaillent sur ça, il y a même des lois qui sortent sur la protection des données. L'IA peut améliorer l'apprentissage et l'enseignement de 3 manières. Il ne faut pas s'attendre que ça va être la baguette magique. Et comme je dis toujours, dans l'intelligence artificielle, il y a plus d'artificiel que d'intelligence. Parce que c'est l'être humain qui est intelligent. On ne peut pas avoir d'intelligence émotionnelle sur une machine. On ne peut pas avoir de la conscience pour une machine. Donc, elle peut nous aider pour améliorer
pour relever les défis éducatifs, pour prioriser l'intelligence humaine et former sur l'IA, donc éthique, et l'IA est essentielle. Mais tout ça, on a besoin de l'évolution de la puissance de calcul, parce que actuellement, comme vous savez, on parle déjà de l'ordinateur quantique, il y a même des essais sur ce type. C'est une autre façon, c'est une autre architecture que les ordinateurs qu'on utilise. Le coût de l'IA, elle est important, donc il faut faire attention, il faut être conscient de ça. Et le partenariat est le seul moyen d'y parvenir. Et merci de votre patience. Merci, chère Rachida. Franchement, c'est un plaisir toujours de vous rencontrer, de vous écouter. Et par la même occasion, je tiens à remercier en fait le comité d'organisation qui m'a mis, en fait, qui m'a programmé comme modératrice de cette séance. Excusez-moi, vous savez bien. Oh là là. Certainement, il y a beaucoup de choses qui s'étaient évoquées en fait et qui peut en fait inciter des réflexions sur l'apprenant, en fait, sur le centre apprenant, sur la qualité d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui on parle de qualité d'apprentissage, mais c'est quoi la qualité d'apprentissage? Un apprentissage de qualité, donc égale quoi en termes d'indicateurs, si on veut dire. On parle aussi en fait de la décentralisation, donc on parle de l'intégration en fait des TIS en fait dans l'enseignement. Ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui dans notre société, dans la société 4.0, donc il faut repenser les formations, il faut repenser ses compétences, il faut repenser beaucoup de choses, mais on n'a pas le choix certes, mais la question qui se pose, comment il faut le faire et qu'il faut le faire convenablement. Voilà, donc j'ouvre en fait le questionnement si vous avez en fait des questions. Non, vous n'avez pas de questions? J'ai une information. Ah? J'ai une information. Une information. Le e-learning ici, l'enseignement à distance dans cette faculté a déjà eu lieu, mais on avait bien compris qu'il valait mieux avoir affaire à des adultes. Donc nous avons eu un programme d'e-learning en pédagogie universitaire et pour des enseignants. Donc eux étaient autonomes et pouvaient justement dépasser certaines limites que vous venez de citer. Donc ils pouvaient dépasser les choix imposés, et ça, ils n'ont pas laissé tomber. C'est une formation qui a été initiée par des collègues du Québec et qui a été laissée en héritage à Nesmia, donc cette entreprise parfaitement. C'est la manière qui a repris je parle de l'enseignement licence, pour ce qui est de votre première part. Pour la deuxième partie, j'ai quand même une information. Hier matin, par hasard, j'ai écouté le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel de l'intelligence artificielle. Vous l'avez écouté. On a eu le même programme. Oui, c'est la même personne. Justement, vous êtes arrêté en 2011, il a parlé, parce que je ne suis pas une spécialiste comme vous, mais ce que j'ai surtout retenu, c'était la question qui se posait à la fin, parce qu'il a dit que la machine restera toujours un outil, tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de savoir comment faire pour expliquer qu'un individu moyen apprend à conduire en 30 heures, en principe quand il est normal, et que pour une machine, il faut l'entraîner pour pouvoir intégrer des améliorations des algorithmes, il faut l'entraîner pendant des années. Vous avez écouté, je cite ce monsieur. Donc, moi, ça pose problème. Puisqu'il parle de deep learning, ça pose problème. Puisqu'il faut absolument parler d'intelligence artificielle, se référer tout le temps. On peut améliorer l'enseignement futur ou la qualité d'apprentissage et comment? C'est-à-dire il faut comprendre c'est quoi cette intelligence artificielle. C'est pas une boîte noire, c'est pas une baguette magique qu'on va la mettre dans notre plateforme et c'est parti. Et on va avoir que, je sais pas, comme un être humain, loin de là. D'accord? Loin de là. Donc je vous donne, je sais que je pense que la plupart c'est des gens, le public cible, c'est des gens qui travaillent sur un petit peu pédagogie et technologie. Je donnerai une définition la plus simple. Donc c'est un domaine interdisciplinaire d'abord, donc c'est pas de l'informatique pure et dure, d'accord? C'est un ensemble des techniques, des procédés qui permettent à des algorithmes, c'est-à-dire qu'on va faire un traitement, donc on a un algorithme, de produire des réponses à des problèmes concrets.
prendre des décisions. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire en se basant sur des données existantes. C'est-à-dire, j'ai des données, j'ai un algorithme qui peut me prédire en se basant sur ces données. D'accord? C'est-à-dire, je dis, bon voilà, j'ai un traitement à faire, mais ce traitement, il ne peut pas se faire si je ne lui donne pas, moi, l'être humain, un ensemble de données. Donc, il va, lui, construire un modèle. En se basant sur ces données, il va vous dire, bon voilà ce que je vous propose. Je fais une prédiction. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, j'ai un apprenant qui a un ensemble d'informations, des caractéristiques, d'accord, qui va se proposer. S'il y a d'autres apprenants de ce type, d'accord, qui se ressemblent, il va vous dire, tiens, de préférence pour cet apprenant qui est nouveau, ben voilà le chemin qu'il doit prendre dans ce cours. D'accord? C'est-à-dire, il faut lui donner les données. Et c'est le plus important. D'accord? S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle, comme on l'utilise actuellement. D'accord? Et cette intelligence artificielle, quand je dis, donc, c'est un domaine et qui va constituer d'une cinquantaine de ce domaine. Ce qui nous intéresse, nous, d'accord, pour améliorer la qualité d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle machine learning. D'accord? Donc, machine learning, donc, il y a de l'informatique là-dedans, mais il y a beaucoup de statistiques. Hein, d'accord? Parce que les algorithmes, bah, c'est des statistiques. Et l'intelligence artificielle, bah, l'idée, bah, elle a copié de la biologie, à vrai dire. Même au niveau des algorithmes, c'est de la biologie derrière. D'accord? Donc, il y a de neurosciences, il y a beaucoup de neurosciences. Donc, il y a beaucoup de disciplines qui sont là pour faire cette prédiction. C'est l'objectif final. C'est quoi ce machine learning? Rapidement, c'est les définitions les plus simples que je peux donner dans le domaine. Donc, on a des données, c'est-à-dire il faut collecter beaucoup de données. On donne à cette petite boîte noire, d'accord, c'est des algorithmes, c'est du traitement qu'on va faire, d'accord. Et ces données, cette petite boîte noire, il va générer des fonctions de prédiction. Donc, si j'ai une nouvelle donnée, elle va me prédire. D'accord? Et ça, je pense, c'est pas nouveau. On l'utilise tous et toutes. Hein. D'accord? Vous êtes sur YouTube? D'accord. Ben, en fait, YouTube, et vous avez une liste. Il vous fait des recommandations. Mais comment? Ce YouTube, il m'a fait ses recommandations, et c'est des vraies recommandations. D'accord? Parce que YouTube, il a été acheté par Google, donc il a l'accès même à votre messagerie, donc il vous connaît bien. D'accord? Voilà, il est de ce type. Donc il a fait une classification et il nous met dans une classe. Ça d'un côté. D'un autre côté, si vous avez fait une recherche à l'intelligence artificielle, l'apprentissage, la prochaine fois, il va vous proposer des vidéos similaires. D'accord? Ben, ça vous intéresse. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle qui a été utilisée par YouTube. Hein. Par Netflix, par exemple, hein, pour ceux les gens qui aiment les films. Et il y a beaucoup d'intelligence artificielle et des algorithmes qui sont très sophistiqués, qui sont utilisés par Netflix, et c'est la force de Netflix. Hein. C'est ces algorithmes. Données, donc c'est nous l'être humain qui dans ces données. Et c'est nous l'être humain qui en produit ces algorithmes. D'accord? Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de plus, je peux dire? C'est la rapidité de traitement, que nous on n'a pas. D'accord? Nous on a les données, on peut faire, mais cette rapidité de traitement, bon, c'est le point fort de ces algorithmes. Ben, on dit que dans le XXIe siècle, donc les données remplaceront le pétrole. D'accord? Parce que le plus important actuellement, c'est les données. Moi, je dis oui. Et ça, pourquoi? Parce que même l'intelligence artificielle, entre parenthèses, c'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, elle a vu le jour, c'était dans une conférence à Beyrouth en 1956. D'accord? Depuis, on commence à parler d'intelligence artificielle. Et on disait que d'ici une année, ça va exploser, je ne sais pas ce qu'on va faire et tout. Mais ils ont été déçus. Et l'intelligence artificielle, il y a même des gens, des chercheurs qui ont abandonné cette thématique pour aller ailleurs.
Et le retour, je peux dire, le vrai retour, c'était en 2011. Hein. D'accord? Surtout les algorithmes de deep learning, qui est un sous-ensemble de machine learning, c'était suite à, il y a Lucan, un Français, qui est actuellement à la tête du département intelligence artificielle à Facebook, d'accord? Et c'était pour la reconnaissance d'images. D'accord? Donc il avait un algorithme, et il croit, lui, il est resté sur l'intelligence artificielle pour la reconnaissance. Il y a un concours annuel, d'accord, pour voir le meilleur algorithme. Et lui, à chaque fois, il se présente avec son algorithme, ça ne marche pas. Et en 2011, il y a Stanford qui a mis en public une base de données ImageNet. D'accord? Lui, donc, il a pris son algorithme et il a fait tout l'apprentissage, d'accord, parce qu'il a les données, il a l'algorithme, donc il a beaucoup de données, c'est pas comme avant. Il a fait beaucoup d'apprentissage, d'accord, à son algorithme. Et le jour du concours, je pense, il a eu 13% de... il a réussi à 97%. Et l'année d'après, tous les algorithmes, c'était du deep learning. Et c'est parti, d'accord? Parce qu'il y a le cloud, parce qu'il y a le big data. C'est grâce à ça que, voilà, l'intelligence artificielle est ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Donc, effectivement, les données, c'est le pétrole. Il faut les nettoyer, hein, comme le pétrole. D'accord? Donc, il faut les raffiner. Donc, lorsqu'on va collecter les données, on a des apprenants, par exemple, hein, on va collecter les données là où ils sont, on ne peut pas les réutiliser, brutes. Donc, il faut les raffiner, et ça, c'est du boulot du côté informatique. Hein. Donc, il faut beaucoup de traitements pour les raffiner avant de les donner à l'algorithme. Mais le plus important, et personnellement, je dis que les données, c'est beaucoup plus important que le pétrole, parce que le pétrole, une fois on le consomme, il n'est plus là. Les données, comme il a fait Lucan, une fois il a consommé, il a donné plus de données. D'accord? Donc c'est les données, les données, les données. Donc, voilà, donc je passe, c'est une idée globale sur l'intelligence artificielle. Comment nous, les gens de l'enseignement, peuvent utiliser cette intelligence artificielle? Je les classe sous 3 actions. La première action, c'est l'utiliser pour relever certains des grands défis de l'université. D'accord? C'est l'université. Il a des défis. Il doit gérer un ensemble d'étudiants, un ensemble d'enseignants. Il veut améliorer sa position. Il veut améliorer le taux de réussite. Il a beaucoup de données. Donc, c'est difficile. Comment on va analyser ces données? L'intelligence artificielle, elle peut nous aider. Je vais vous donner par la suite quelques exemples. La deuxième action, c'est changer la méthode d'apprentissage pour satisfaire les besoins du XXIe siècle, ce que je dis tout à l'heure. Donc, les compétences recherchées, suite à cette façon de prédire, d'accord, une fois qu'il a les données sur l'apprenant, il peut lui faire des propositions. Ça, c'est intéressant, d'accord, au lieu de laisser l'apprenant en train de naviguer sur un ensemble de ressources. Et la troisième action, et ça je trouve très importante aussi, c'est d'enseigner sur l'IA. D'accord? Il ne faut pas laisser cette intelligence artificielle comme une boîte noire. Là où les pays développés sont en train de faire des recherches, des études, des développements, et nous on est des consommateurs. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font avec ces données, comment ils travaillent sur ça. Donc il faut être conscient pour l'utiliser efficacement et en toute sécurité. D'accord? C'est-à-dire, il faut à tous les niveaux, il ne faut pas que nos étudiants soient des ignorants de ce domaine. Et ça arrive. Alors, on a eu des expériences. Par exemple, on parle du e-learning. Tous les journaux, au niveau international, ils parlent de e-learning. Nous, on vient à la fin, ça c'est intéressant, nous aussi, ça nous intéresse. Et on n'a pas les bases, et le pourquoi et le comment. Donc on se jette dans l'eau et on ne sait même pas nager. D'accord? Et ces 3 actions, d'accord, elles sont très liées entre eux. D'accord? Ce n'est pas des actions indépendantes, mais elles sont très liées autour des données. D'accord? Parce que des données qu'on peut générer de la première action, elles peuvent être utilisées pour la deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Donc au niveau universitaire, au niveau de l'enseignement supérieur, et même au niveau éducation, on peut faire ça. D'accord? Donc pour l'action, la première action,
on peut, je donne un exemple, c'est même actuellement il est opérationnel, c'est lutter contre le décrochage et faciliter l'orientation. Je pense à Tamkin, il s'intéresse à ce projet pour faciliter l'orientation. D'accord ? Donc ça, on peut aider. Et nous, on est déjà sur un petit projet, c'est un projet de thèse sur ça. C'est-à-dire comment, et le gros problème que nous avons, c'est comment collecter les données pour aider cet apprenant. D'accord ? C'est-à-dire il faut aller vers là où il est. Il faut suivre l'apprenant. Et nous, on le suit même dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on le suit, d'accord ? On pioche les données des réseaux sociaux, on essaie de le traiter, de l'analyser pour dire de quel type cet apprenant. Le processus d'apprentissage de l'école, pourquoi parallèlement, parce qu'on ne fait pas un travail sans machine, sans outil machine, parce qu'on ne fait pas la promotion d'un travail de recherche, d'un travail de réflexion, c'est ce qu'on appelle le deep learning, mais sans machine. Pourquoi ne pas faire comme les laboratoires où l'expérimentation propose de déplacer Go à une population et le traitement qu'ils veulent expérimenter à une autre population, et ensuite ils voient un petit peu justement ça leur permet d'avoir des résultats. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas parallèlement à faire travailler des enseignants, des chercheurs comme vous, qui sont justement du côté machine, avec simplement des chercheurs qui travaillent eux plutôt sur la cognition, sur tout ce qui est toutes les théories liées à l'apprentissage chez l'être humain. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir se dépasser. Oui, ce que je dis à la fin, et justement pour que ça reste, le partenariat est le seul moyen. C'est-à-dire qu'il faut toutes les disciplines, si j'ai bien compris votre question, il faut toutes les disciplines pour y arriver. Parce que les techniciens, qui sont nous, des spécialistes de la technologie, nous, on a des idées super faciles sur tout ce qui est pédagogie, sur tout ce qui est niveau connaissance. C'est le partenariat, sur tout ce type de travaux, et dans tous les services, je pense, il faut avoir des spécialistes du domaine, et la technologie, elle est là pour nous aider à améliorer, d'accord, à faciliter la rapidité, d'accord. Mais la moulinette même, deep learning, l'algorithme deep learning ou machine learning, c'est quoi? Si je prends deep learning par exemple, on parle de réseau de neurones depuis longtemps, d'accord. Mais c'est quoi? C'est de la multiplication, de la soustraction, de la comparaison. Vous voyez que c'est 3. D'accord. L'algorithme, il fait ça. Mais il doit faire ça sur des données. Et ces données, nous, les techniciens, on n'a aucune idée. Donc il faut des spécialistes. D'accord. On ne peut pas avoir un projet sur l'apprentissage là où il n'y a pas de gens du domaine. Le partenariat est obligatoire. Donc, je fais la liste. Il y a Madame Lilia. Monsieur David. Et Octave Bouchkov. Monsieur Kadili. Je vous remercie pour la présentation qui reprend tout le processus de l'intégration des technologies dans l'enseignement. J'ai beaucoup apprécié donc, la manière avec laquelle vous avez structuré toutes ces informations. Cependant, je ne partage pas votre avis par rapport à vos critiques, par rapport à l'enseignement en ligne. Je reste convaincue que le e-learning est toujours centré apprenant. Et je crois que, à mon avis, il y a un mot-clé qui est important dans le processus e-learning, qui est le scénario pédagogique ou la scénarisation. Et le scénario pédagogique utilisant les technologies est très très important, et c'est ce qui permet justement de ne pas reprendre
l'enseignement classique. C'est-à-dire que quand je conçois mon cours en ligne sur une plateforme, je vais imaginer la situation au cours de laquelle l'enseignement va se dérouler, c'est-à-dire que l'apprenant, il n'est pas en classe, il est face à une machine, et donc je vais lui proposer un certain nombre d'activités, beaucoup plus que des ressources simples de lecture ou de visionner, ce qui va déclencher donc l'implication de l'apprenant dans le processus d'apprentissage, le fait de lui demander de chercher une information, de poster le travail de recherche sur un forum, de communiquer, de discuter avec ses collègues sur le forum et après de faire une synthèse de discussions qui ont été faites. Ce sont des choses que je ne pourrais pas faire dans un amphi devant 300 ou 400 étudiants. Donc la conception du cours, bien que je reprends certaines parties que je fais en classe, est différente de la conception du cours en face-to-face. Donc du coup, je reste toujours dans un modèle centré sur l'apprenant. Je dirais une deuxième réflexion par rapport à ce que vous avez évoqué. Aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, on a ce problème à partir du moment où les MOOC ont émergé, qu'on arrive d'une manière générale, qu'on confond un peu les deux scénarios de cours. J'estime, à mon avis, que les MOOC, c'est vrai que c'est un apprentissage massif, mais le taux d'abandon de 90% est très normal, et avoir un taux d'abandon inférieur à ça n'est pas normal du tout. Parce que la population que j'ai dans un MOOC n'a rien à voir avec des étudiants inscrits d'une manière classique dans un parcours académique. C'est-à-dire dans mon MOOC, je peux avoir des personnes qui sont en situation de travail, c'est-à-dire ils sont engagés professionnellement, et ce ne sont pas des étudiants, ils n'ont pas le temps, donc ils sont là, comme vous l'avez dit, en termes de curiosité. Donc, ma question, finalement, c'est que comment vous voyez un peu le futur avec ces différentes composantes, le cours en ligne classique. Quand je dis cours en ligne classique, c'est-à-dire sur une plateforme avec un groupe restreint, ou le cours massif, ou le cours complètement autonome avec une intégration très, très intensive d'intelligence artificielle. Comment vous voyez un peu la tendance prochaine par rapport à notre contexte, par rapport à nos pays? Je dis bien que les conditions de nos pays sont complètement différentes des conditions des pays du Nord. Donc du coup, si c'est un scénario à marcher dans d'autres pays, ce n'est pas évident que ça marchera chez nous. Voilà. Je vous remercie. D'accord. On va réunir en fait les questions. On va réunir les questions, mais par la suite, peut-être le matin. Vous voulez noter les questions. Donc, je prends M. Abdelaziz. Bonjour, je vous remercie. J'ai 3 questions. La première question, est-ce que l'UX et les forums n'ont pas résolu les limites face à face? Et pourquoi on n'a pas adopté une plateforme très riche? Surtout au Maroc, on parle de plateforme MUN, Maroc Université Numérique, n'est pas encore développée comme FAN ou exemplaire comme Udemy. Et pourquoi on n'a pas adopté, tandis que l'intelligence artificielle apprend à adopter par tout le monde, pourquoi on n'a pas adopté, pourquoi l'État n'est pas adopté d'avoir une attestation délivrée pour chaque compétence obtenir de cette plateforme. De la parole à... Moi, je voulais en fait m'associer à ce que vous avez avancé à propos de
du travail de l'équipe pédagogique. J'ai vraiment envie de problématiser même, soi-disant, la portée de l'équipe pédagogique. Est-ce vraiment une équipe pédagogique ou une équipe technique? Bon, c'est vrai que, alors vous en avez parlé, le problème du choix. Je suis affilié au département didactique, j'en enseigne, que Dieu nous en pardonne. Donc, problème du choix, nous on parle de la sélection des savoirs, sélection de contenu, sélection de savoir-faire. Et on parle aussi, en didactique, excusez le jargon, on parle du problème, parce que je saisis l'occasion de la présence des étudiants pour en reparler. Donc le problème de la construction des objets de savoir. C'est-à-dire que là, on s'intéresse à la représentation. C'est-à-dire on réfléchit à tout ce qui est susceptible de favoriser la bonne représentation de l'objet ou de l'objectif terminal d'une formation. Et donc, en quelque sorte, on est plus guidé par les contraintes techniques, par des contraintes ergonomiques, de mise en place et de disposition des ressources, en formulant chaque fois des petites hypothèses sur ce qui est susceptible d'instruire, d'aider, éventuellement d'accompagner. Et c'est vrai, là encore, vous en avez parlé, est-ce qu'on est sûr qu'on fait des choses qui sont centrées sur l'apprenant? Est-ce qu'on est en train d'enseigner dans le sens de favoriser un apprentissage? On est en train tout simplement de cadrer, c'est-à-dire d'imposer des conditions dans lesquelles devrait se faire un apprentissage dans le sens de certifier des savoirs et d'avoir éventuellement donc un certificat ou un diplôme. À propos, je reprendrai cette caricature qui a été affichée par Madame Lila hier, qui est reprise quelque part. Je reprendrai le verbe. Là, on est en train de pasticher le processus d'apprentissage. C'est des élèves, c'est-à-dire on a